Donc bonsoir à tous. Je suis bien content de pouvoir participer à cette conférence. L'exposé que je vais vous faire maintenant a ce site particulier qu'il ne rapporte pas une recherche particulière, une recherche spécifique, mais a plutôt pour objectif de structurer en même temps le discours et en même temps la réflexion autour d'un concept qui est un concept tout à fait clé, qui est utilisé aujourd'hui plutôt comme un slogan, qui est donc le concept de soins intégrés et qui, je crois, est très utile aussi dans la réflexion sur la structuration future de la première ligne, notamment en Wallonie et à Bruxelles. Alors, je vais donc d'une certaine manière essayer de structurer ma présentation en vous présentant, en vous introduisant d'abord c'est quoi les soins intégrés, quels sont les différents types de progrès qui ont été faits dans le domaine et finalement essayer de tracer des pistes vers le futur, y inclut des chantiers possibles dans le futur. Donc premièrement, si on parle de soins intégrés, de quoi parle-t-on? Alors, il y a la belle définition de l'OMS qui est très souvent utilisée, que j'ai mise en anglais parce que je n'ai pas envie de la lire, qui est très générale, mais finalement, je trouve qu'avec cette définition, on ne va pas encore suffisamment loin. Et donc, une des questions qu'on peut se poser, n'y a-t-il pas moyen d'être un peu plus précis? Et finalement, sur quoi peut-on sur quoi peut-on construire pour avoir une définition un peu plus précise, un peu plus focalisée? Le sur quoi on peut construire, je parle de moi, des personnes avec qui je travaille. Finalement, on peut construire sur base, bien sûr, d'expériences internationales, et pas seulement d'expériences au niveau nord-américain et européen, mais aussi dans d'autres pays du monde. Sur base de cours et autres unités d'enseignement auxquelles on participe, qui nous permettent, en donnant le cours, de beaucoup mieux structurer notre réflexion autour des soins intégrés et de manière plus concrète sur base de l'évaluation de réformes auxquelles on a participé, réformes qui ont été implémentées, qui ont été testées au travers de projets pilotes, principalement les projets Protocole 3 et les projets dits soins intégrés, en plus de d'autres projets que je mentionnerai, mais pour lesquels on n'a pas fait l'évaluation. Alors, commençons par essayer de proposer une certaine structuration autour du concept de soins intégrés. Comment pourrait-on définir l'intégration des soins? Trois éléments nous semblent totalement essentiels. C'est d'une part, l'intégration des soins doit se définir par rapport à une caractéristique de bénéficiaire, de personnes qui sont ciblées par l'intégration des soins, en lien avec un but de ces soins qui est, on l'espère, en lien avec la vie des personnes, et donc en lien aussi avec un paquet d'activités, lequel paquet d'activités doit permettre d'atteindre les buts pour des bénéficiaires spécifiques. Cette intégration des soins se mesure, se documente, s'illustre au mieux au travers d'autres critères de qualité de soins que sont notamment la globalité des soins. Est-ce que la personne a accès à l'ensemble des services dont il ou elle a besoin? La continuité des soins, est-ce que la séquence de soins se suit de manière suffisamment cohérente, sans gap? Mais aussi, bien sûr, l'approche centrée personne, la sécurité des soins, l'efficience, etc. Qu'est-ce qui est recherché dans l'intégration? Donc, si je prends cette définition d'intégration, on va se rendre compte qu'il y a différentes choses, différents buts qui peuvent être recherchés dans l'intégration. De manière un peu schématique, ce n'est pas quelque chose que j'invente moi, c'est quelque chose qu'on utilise quand même assez souvent. On a l'habitude de parler de deux grandes logiques. Une logique qu'on va appeler plutôt verticale, et une logique qu'on va appeler plutôt verticale, et une logique qu'on va appeler plutôt horizontale. Intéressons-nous à cette logique verticale. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là, mes excuses. Dans cette logique verticale, le bénéficiaire, on l'appelle patient. Le but, c'est prendre en charge une maladie ou une vulnérabilité particulière. Par exemple, la fragilité, c'est une personne âgée. Et pour ce faire, on va définir un paquet d'activités qui est souvent en lien avec un épisode de soins, cet épisode de soins étant plus ou moins bien défini dans le temps. L'autre manière de faire, une logique plutôt horizontale,
Dans ce cas-là, on va parler d'intégration des soins en parlant comme bénéficiaire de la personne, personne dans le sens où elle n'est pas toujours malade, elle n'a pas toujours besoin de soins curatifs. Le but, ce n'est pas uniquement de traiter une maladie ou de s'intéresser à une vulnérabilité, mais c'est la vie de la personne et les objectifs que cette personne se donne pendant sa vie. Et le paquet d'activités se définit tout au long de la vie, dans le parcours de vie de la personne, se définit en fonction de son parcours de vie de cette personne-là. Donc, deux logiques très différentes. Comment améliorer l'intégration des soins? Alors, trois possibilités pour améliorer l'intégration des soins. Première, on part d'une personne individuelle. Et pour cette personne individuelle, on va définir une ou des actions ou une ou des interventions qui vont avoir pour but d'améliorer l'intégration des soins pour cet individu. Deuxième logique, on ne parle pas d'un individu, mais on parle d'une population, et cette population, elle est définie en fonction de facteurs de risque bien spécifiques ou de facteurs de vulnérabilité. On parle d'intégration clinique dans le sens où on va s'intéresser à un paquet d'activités pour cette population qui est définie par des facteurs de risque. Pour pouvoir améliorer l'intégration des soins pour cette population, on va du coup s'intéresser à l'intégration professionnelle, la manière dont différents prestataires de soins pour cette population interagissent ensemble, et organisationnelle, la manière dont différentes organisations vont s'organiser ensemble, vont se structurer ensemble pour pouvoir améliorer l'intégration des soins. Dans cette logique-là, la plupart du temps, on travaille l'intégration des soins dans des logiques parcours, et vous allez voir que ces parcours mettent souvent, pas au centre, mais en tout cas comme élément assez important, l'hôpital et les transitions qui se font entre l'hôpital et d'autres structures. Troisième logique, la logique où on s'intéresse non pas à une population, mais à une communauté. Communauté dans le sens où il s'agit d'un ensemble de personnes qui vivent dans un territoire, qu'on va appeler souvent un territoire de vie, personnes qui interagissent ensemble aussi. Et donc, la logique pour pouvoir renforcer l'intégration professionnelle ou organisationnelle, c'est de se centrer sur un territoire, territoire connecté à cette logique de communauté. Alors, partant de cette première structuration, finalement, qu'est-ce qui a déjà été fait et comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on sait déjà d'une certaine manière au niveau de l'intégration des soins? Et ce qu'on sait déjà, ce qui est vraiment fort travaillé, certainement du côté wallon et du côté bruxellois, ça concerne surtout l'intégration des soins en fonction de risques ou de maladies en lien avec des épisodes de soins précis. Je dirais, ce qui a surtout été travaillé de par les réformes, de par les décisions qui ont été prises au niveau politique. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on recherche, c'est pour un patient avec une maladie, une vulnérabilité particulière, quel épisode de soins, quel paquet d'activités va être mis en œuvre en lien avec un épisode de soins. Typiquement, on s'est intéressé aux patients diabétiques, on s'est intéressé aux patients avec des pathologies psychiatriques sévères, on s'est intéressé aux personnes âgées fragiles, déjà dans le cas de protocole 3. Et comment améliorer l'intégration? Première logique qui a été, sur laquelle on a quand même fait un certain nombre de choses, c'est partir de l'individu, on parle souvent du niveau micro, et partant de l'individu, identifier quel type d'actions ou d'interventions vont permettre d'améliorer l'intégration des soins. L'exemple clé, c'est protocole 3, dans lequel une des interventions phares qui a été testée, c'est le case management, et le case management était conçu comme une manière d'améliorer l'intégration des soins pour des personnes âgées fragiles. Et donc, la population, les personnes bénéficiaires de cette intégration des soins sont les personnes qu'on a définies en fonction de caractéristiques de leur statut fonctionnel, de leur statut cognitif principalement. Et les effets que l'on a observés,
On les a observés au niveau de l'état clinique de la personne, de l'utilisation de services, de coûts. Mais quand vous regardez ce tableau, vous voyez que pour une colonne donnée qui correspond à un type d'intervention, à un type de case management donné, on n'a pas des résultats univoques. Tout n'est pas vert-vert voulant dire ça fonctionne excellemment bien, tout n'est pas rouge-rouge voulant dire ça ne fonctionne absolument pas, ou tout n'est pas gris-gris voulant dire au fond l'effet est totalement neutre. Et donc travailler uniquement sur une intervention type case management pour pouvoir améliorer l'intégration des soins, on s'est rendu compte dans le contexte belge, mais de manière plus générale, que c'est quelque chose qui n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que, notamment dans le cadre de protocole 3, on s'est rendu compte que l'utilisation passée de soins et donc de l'adéquation dans le contexte entre besoin et offre était un facteur clé qui allait influencer la bonne adéquation de l'intervention case management pour améliorer l'intégration des soins. Les rôles joués par les acteurs prestataires existants dans l'organisation des soins pour une personne est aussi un autre facteur qui va influencer l'adéquation du case management. Et finalement, des liens plutôt de solidarité qui peuvent exister dans la famille, dans la communauté, et notamment le type d'habitat, vont aussi être des facteurs qui vont influencer l'efficacité, l'adéquation d'une intervention de type case management. Donc, je ne peux pas me limiter juste à une intervention quand je m'intéresse à l'intégration des soins, je dois regarder plus large. Deuxième étape, c'est de se dire, du coup, comme je dois regarder plus large, pensons trajectoire de soins. Et donc, indirectement, quand je vous ai mentionné l'action case management, je vous ai déjà montré qu'il y a différents, si vous avez bien regardé, différents sous-groupes de population qui pourraient bénéficier de l'action de case management. Donc, on va travailler sur des groupes de population définis en fonction de facteurs de risque et on va essayer de voir finalement comment je peux travailler, comment je peux comprendre le parcours et comment je peux améliorer le parcours de soins pour ces personnes-là. Avec la logique, bien sûr, que l'hôpital est souvent partie de ce parcours de soins. Et donc, on se trouve avec, d'une part, des besoins en santé. Ici, c'est l'exemple toujours, protocole 3, de personnes âgées. Besoins en santé à domicile qui, s'ils sont non couverts, peuvent aboutir à l'utilisation de parcours de soins inappropriés. S'ils sont couverts, vont du coup avoir une influence beaucoup plus positive sur l'utilisation des soins. Et de ce fait, tant dans le passé que dans le futur, on peut commencer à identifier différents types de parcours de soins, notamment pour des personnes, dans ce cas-ci, de plus de 65 ans, différents types de parcours de soins. Et dans chacun de ces parcours de soins, on va avoir éventuellement des éléments plutôt appropriés ou plutôt inappropriés. Pour protocole 3, le focus était vraiment sur des interventions, mais en fait, dans d'autres types de réformes, type pour les diabétiques, les trajets de soins diabète, type pour les réseaux 107, on a aussi travaillé sur des parcours de soins. Parcours de soins soit centré maladie, dans le cadre du diabète, ou soit avec objectif de désinstitutionnalisation. Je ne l'ai pas indiqué ici, mais clairement, dans quelque chose qui est aussi très centré maladie, ce que nous avons connu aujourd'hui, ces derniers mois avec le Covid, on est de nouveau dans une logique où on a vraiment réfléchi en termes de parcours de soins pour pouvoir améliorer l'intégration en se focalisant sur une maladie, le Covid. Et pour pouvoir travailler sur ces parcours, on a défini des structures administratives correspondant à des territoires différents, territoires qui ne se superposaient pas nécessairement. Donc, notamment, on a défini des services intégrés de soins à domicile qui, au départ, avaient pour but d'apporter le backup administratif pour les concertations au domicile du patient. Le réseau multidisciplinaire local, qui au départ avait pour but d'apporter un backup administratif pour les trajets de soins, diabète et insuffisance rénale. Les zones de santé mentale, etc., etc. Et donc, on s'est retrouvé avec ici différents territoires, mais ces territoires, leur seul rôle, c'est
d'apporter un backup administratif, un support administratif aux professionnels pour pouvoir travailler sur différents types de trajectoires en fonction de maladies, en fonction de groupes prioritaires spécifiques. Et donc, étape suivante, c'est de se dire, OK, là, on est face à quelque chose qui n'est certainement pas idéal. Essayons de shifter et essayons de commencer tout doucement à nous diriger vers la première ligne, vers les soins primaires, en parlant de centre personne et d'un rôle tout à fait central qui va venir. Et donc, je me mets dans la logique que j'ai appelée horizontale et pas dans cette logique horizontale. La logique plutôt verticale vient comme un des éléments de cette logique horizontale. Et donc, dans cette logique horizontale, améliorer l'intégration, ça part de l'individu. Et l'objectif, c'est d'identifier les objectifs de vie de la personne, de renforcer ses ressources, de faire le pont entre la personne et l'ensemble de prestataires de soins avec qui il pourrait être en contact, d'aider la personne à naviguer dans le système de soins et d'aide, donc à parcourir le système d'aide, d'assurer un support émotionnel et éventuellement une continuité relationnelle. Mais tout part de l'individu et de ses capacités de départ, de sa vie de départ. Ce que l'individu n'est pas à même de faire, un deuxième niveau, et c'est là que vient normalement la première ligne, est le référent, qu'on pourrait appeler référent, pas tout au long de la vie, parce que ça c'est idéal, mais référent sur le long cours, dont certains endroits ont commencé à travailler sur cette notion de référent, notamment je pense au projet Boost à Bruxelles, qui a travaillé sur le référent de proximité, donnant des outils aux prestataires de proximité de première ligne pour mieux jouer ce rôle de référent. Et, in fine, le gestionnaire de cas ou le coordinateur vient, quand le référent ne sait pas jouer son rôle, quand l'individu ne sait plus lui-même par lui-même se débrouiller, en appuyant ces différentes fonctions et de manière temporaire, jouant un rôle pour améliorer l'intégration. Donc, on se trouve dans une logique où cette intervention a un but différent que rien de traiter la maladie. Et on arrive, deuxième point, quand je me mets dans la logique centrée personne, à automatiquement la communauté aussi. Avec, pour pouvoir renforcer la personne, pensée communautaire. Et donc là, je vous donne un exemple d'un projet qui n'a pas encore commencé, qui a été soumis à Innoviris à Bruxelles, on espère bien qu'il sera accepté, qui s'appelle Dynamo de vie, donc à Etterbeek, où l'idée est de créer ce qu'on appelait des pratiques de connexion dans des lieux de vie, par exemple des habitats sociaux, avec des services essentiels, donc les services de première ligne, pharmacie, maison médicale, etc., sur des thématiques fédératrices, la nutrition, dans des lieux de passage, le parc, les plaines de jeux, avec l'objectif de créer de nouvelles formes de solidarité entre les personnes du quartier et donc de nouvelles manières de faire les choses ensemble. Et donc ici, l'intégration n'est plus centrée personne, mais elle devient du coup centrée aussi sur une communauté avec un objectif, comme vous voyez, qui n'est pas de traiter maladie, mais qui est de travailler sur d'autres choses. Avec aussi, du coup, on commence à parler dans ce quartier avec d'une certaine forme, d'un certain modèle de gouvernance, et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je crois que je prendrai trop de temps à expliquer cet aspect-là. Et donc, l'intégration des soins, c'est autre chose qu'un concept. Elle peut avoir un but, différentes manières de se penser, de manière plutôt verticale, comme je l'ai expliqué, de manière plutôt horizontale. Elle peut être améliorée en se centrant sur une personne, parcours de soins ou dans un territoire. Le but qui va suivre, l'objectif qui va suivre, je pense, en Wallonie et à Bruxelles, c'est de combiner l'ensemble. C'est-à-dire, c'est de pouvoir travailler sur l'intégration des soins en combinant des actions et en mettant à disposition des professionnels des actions possibles pour des individus, en travaillant quand nécessaire sur des parcours et en travaillant sur des territoires qui incluent certainement une dimension communautaire. Et donc, pour travailler sur ces différentes composantes, on sait un des buts au départ des projets soins intégrés était d'entrer dans cette logique-là, même si il y a encore beaucoup de chemin à réaliser. Quelque chose de plus
avancées, je crois, est ce qui se pratique en Flandre, où en Flandre, on a les Eerste Lijnzorgzones et les zones plus larges qui sont en train de se constituer. Et le but de ces territoires, à mon sens, c'est aussi de progressivement combiner ces trois approches dans l'intégration des soins. Et donc, l'idée pour pouvoir avancer dans une meilleure intégration des soins, c'est de travailler sur ce qu'on appelle des systèmes locaux de soins, où on a la logique plutôt communautaire qui se trouve à un certain niveau, et une logique plus de parcours qui va se construire de manière adaptée au territoire, dans un territoire plus large que le territoire des communautés, qui est le territoire de systèmes locaux de soins. Pour que ça fonctionne aussi, il est indispensable de construire des nouvelles formes de gouvernance. Et là, je crois que c'est l'enjeu majeur, c'est de sortir de ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent dans le contexte wallon et le contexte bruxellois, à savoir lier au territoire des structures administratives. Il s'agit beaucoup plus maintenant de construire des formes de gouvernance. Ces formes de gouvernance, et pardon, c'est en anglais, devraient avoir pour objectif de construire, d'identifier, de décider d'actions à mettre en œuvre. C'est ce qui se fait en partie dans les projets soins intégrés. Décider des actions à mettre en œuvre ces interventions, mais pouvoir voir ce qu'il se passe, quels effets, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce qu'on voit qui change au niveau de la population qui fait partie de ce territoire. Jean, Et donc, on a besoin on arrive d'informations. doucement à la fin du temps possible. J'arrive tout doucement, j'arrive à la fin. Donc, nous avons besoin d'informations pour pouvoir définir ce qui se passe au niveau de cette population. Et donc, pour finaliser ma présentation, finalement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et donc, les choses futures, avec Beehive notamment, c'est au niveau wallon de travailler avec un référentiel, qui est un référentiel canadien, qui a été introduit en Belgique par la PAX, pour structurer le processus de développement de territoire pour pouvoir travailler ces différentes dimensions d'intégration, mais aussi au niveau plus formation, un MOOC qui va commencer au mois de septembre-octobre, dont le but est de pouvoir vraiment co-apprendre à, d'une part, travailler sur l'intégration, mais identifier aussi les interventions les plus utiles pour pouvoir améliorer cette intégration. Je vous remercie et merci à tous.